France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes à Bruxelles pour notre émission Ici l'Europe. Alors le 29 janvier, la Commission européenne a présenté sa boussole pour la compétitivité. Elle veut un choc de simplification pour les entreprises, des mesures de soutien à court terme pour l'automobile et l'industrie propre. L'enjeu est d'agir vite face au retour de Donald Trump et au ralentissement de la croissance européenne. Alors nous avons le plaisir d'être aujourd'hui au Berlaymont qui abrite la Commission européenne pour parler à la première vice-présidente exécutive de cette commission, Teresa Ribera. Bonjour. Je précise que vous êtes en charge de la transition juste, propre et compétitive. Alors vous êtes espagnol, issu des rangs socialistes puisque vous avez été ministre pendant 6 ans du gouvernement de Pedro Sánchez en charge justement de cette transition écologique, alors que le constat est celui d'un décrochage de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, à la Chine, en matière de compétitivité. Est-ce que cette boussole européenne va nous remettre sur les rails et surtout vite ? C'est l'intention. C'est ça qu'on essaye de faire, d'identifier quels sont les leviers, les sujets qui puissent nous accélérer. Et une compétence, une capacité meilleure de l'industrie européenne pour les marchés internationaux. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se concentrer, il faut agir pour avoir une compétitivité qui dure pendant les années à venir, mais qui est capable aussi de donner des réponses à court terme pour assurer que l'industrie européenne, que la capacité de produire en Europe reste une capacité innovante et qui croit des emplois de qualité pour les Européennes. Alors justement, la Commission annonce pour le mois prochain un grand texte qualifié de omnibus qui va apporter des simplifications substantielles aux précédentes lois de devoir de vigilance, de reporting extra-financier des industries qui devaient mesurer finalement l'impact écologique et social de leur activité. L'objectif, c'est d'épargner des effets cascades, en particulier sur les toutes petites entreprises et les PME. On nous parle de simplification depuis des années sans jamais réussir à enlever les couches du millefeuille. Qu'est-ce qui va se passer de mieux ? C'est toujours le cas. Comment on peut arriver, comment on peut achever une simplification qui donne l'essence, la direction qu'on veut soutenir et en même temps qui soit capable de faciliter la vie aux entrepreneurs et en particulier les plus petites. Et c'est vrai que ces paquets dont on parle, c'était un paquet qui était conçu pour assurer que les gens puissent investir et pas gaspiller l'argent. Comment on fait des investissements qui sont sages, qui peuvent durer et dans le temps. C'était quelque chose qui a été développé en France autour de l'accord de Paris il y a pas mal de temps. Et c'est vrai que parfois, on doit nous rappeler comment on peut assurer qu'on fait un investissement qui soit intelligent. Mais en même temps, il faut simplifier, il faut faire qu'il soit facile pour n'importe qui, pour tout le monde. Quand vous dites simplifier, est-ce que ça ne veut pas dire déréguler ? Parce que véritablement, ces textes européens qu'on veut simplifier, ils ont été adoptés il y a moins d'1 an. Ils imposent plus de rapports et d'obligations aux grandes entreprises en particulier, veiller à ce que leurs activités et celles de leurs sous-traitants respectent les droits humains et la protection de l'environnement. Est-ce qu'on n'est pas en train de, sans le dire, sacrifier le fameux pacte vert ? C'est très important de souligner qu'on ne veut pas sacrifier les pactes verts. Les mêmes raisons qui nous ont menés à comprendre comment les parcours économiques, la prospérité, les développements devaient changer vers quelque chose de beaucoup plus durable, restent encore plus fortes. On a déjà vécu des expériences traumatiques autour des dérèglements climatiques. Alors il faut accélérer cette transition. Mais en même temps, cet exercice d'apprentissage, comment on apprend à investir mieux l'argent à la place de gaspiller l'argent, quelque chose que la présidente de la Commission insiste et tous les jours, c'est que les buts, les objectifs, l'horizon est encore là.
la manière dont on définit les parcours doit être suffisamment facile pour que tout le monde puisse joindre cet exercice. Alors, il y a quand même des critiques autour du pacte vert. Elles se font d'ailleurs de plus en plus virulentes, y compris dans la bouche d'un Premier ministre polonais, Donald Tusk, alors que la présidence du Conseil de l'Union européenne va à la Pologne avec 37 millions d'habitants qui demeurent dépendants à 63% pour sa production d'électricité du charbon. La droite, cette droite donc du PPE, Donald Tusk, l'extrême droite aussi, en veulent au pacte vert. Est-ce que votre commission va réussir à décarboner ? Je pense que c'est l'intention. C'est ça qu'on veut faire, agir et être capable d'identifier les choses en concret sur le terrain qui nous facilitent ces compromis d'une manière qui bénéficie à tout le monde. Et c'est vrai que parfois il y a des malentendus et dans la discussion politique, dans la discussion publique, mais on sait bien que l'énergie propre facilite des prix beaucoup plus bas et beaucoup plus prédicibles que l'énergie qui dépend des importations des fossiles fuels. Qu'en plus, il a un impact meilleur sur la santé des citoyens. Qu'en plus, ça donne une opportunité pour produire les équipements, pour produire les systèmes et les services qui nous facilitent une énergie beaucoup plus autonome et qui ne dépend pas des importations de l'extérieur. Alors tout ça sont des bénéfices pour les citoyens. Est-ce qu'on va changer d'avis? Non, bien sûr que non. La question c'est comment on peut assurer que dans la transition, il n'y a pas des impacts négatifs sur les citoyens ou sur les consommateurs industriels qui ont moins de ressources mais qui doivent payer plus parce qu'on essaye de refléter sur les prix les coûts réels de la pollution. Oui, cela dit, les usines à charbon en Pologne, comment finalement mettre l'argent sur la table pour pouvoir réformer cette industrie dépendante aux 2/3, c'est compliqué. Ça reste compliqué. Bon, ça a été les débats pendant des années et des années. Mais il faut dire qu'en Pologne aussi, il y a des changements très profonds dans les systèmes énergétiques. Et je pense que c'est une bonne chose. Ils essayent de faire un changement très rapide. Ils proportionnent des chiffres beaucoup plus meilleurs qu'il y a 10 ans ou 5 ans. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et en même temps, il y a un facteur culturel, bien sûr. Dans des régions où il y a eu des mineurs de charbon pendant des générations, ils ont développé une capacité, une solidarité qui est très importante. Alors comment on peut rendre tribut, hommage à ce qu'ils sont une richesse pour la région, mais qui en même temps ont envie de combiner pas seulement la durabilité à long terme, mais arriver à la fin du mois avec un salaire, avec un boulot, avec quelqu'un qui puisse soutenir les familles. C'est la question. C'est pour ça que la transition juste ici est importante. Imaginez comment on peut répondre les questions, les doutes des travailleurs, mais aussi des consommateurs. Vous avez mentionné, Teresa Ribera, que nos prix de l'énergie sont très hauts, sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux des Américains. Un plan d'action pour une énergie abordable va donc proposer de nouvelles méthodologies en matière de tarifs et puis la facilité de conclure de grands accords d'achat. Alors c'est vrai que la France se plaignait qu'on ne prenait pas en compte le fait qu'elle avait dans son mix énergétique beaucoup de nucléaire. C'est vrai que vous, en Espagne, vous avez beaucoup de renouvelables et que tout est aligné sur les prix du gaz. On est un peu dans l'aberration en matière énergétique et de prix. C'est vrai, on a vécu déjà ça. Il y a des ans, on avait vécu l'impact des prix des gaz naturels sur l'électricité. Il avait pollué les prix de l'électricité, même si les coûts de produire l'électricité n'étaient pas exactement les mêmes prix que les prix d'opportunité du gaz naturel. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut se battre. On avait pris des mesures qui ont un impact à long terme. On sait bien que le fait qu'il y a eu un développement sur les énergies renouvelables pendant les dernières années permettait aux Européens d'éviter un paiement de 59 milliards d'euros pendant la crise. Ça, c'est quelque chose de très apprécié, très important. Mais on sait bien qu'il y a encore un parcours devant nous qui n'est pas achevé. Alors, comment on peut jouer avec les différents éléments, les infrastructures, les interconnexions qui nous permettent d'avoir une
coordination des éléments de production complémentaires. Comment on peut favoriser la production électrique sans carbone, bas carbone dans tous les pays de l'Europe qui puissent nous mener dans un prix d'électricité beaucoup plus prédicible et sont une bonne partie de ces plans d'action pour l'énergie à bon prix et qu'on va adopter à la fin du mois de février. Alors la Commission va publier d'ailleurs en 2026 de nouvelles lignes directrices pour l'évaluation des fusions-acquisitions, ouvrant la voie à la constitution de champions européens capables de rivaliser avec les Américains et les Chinois. On a presque envie de dire, il était temps. Est-ce qu'on n'a pas été les grands naïfs du village global en finalement empêchant les monopoles ou les positions dominantes chez nous, donc de constituer des géants, et un peu moins d'ailleurs en régulant beaucoup moins peut-être à l'étranger? Je pense qu'il faut se demander, est-ce qu'on serait contente d'être un citoyen moyen qui habite en Chine ou un citoyen moyen qui habite aux États-Unis, où on apprécie la manière dont on vit en Europe? Et je suis convaincue que pour une grande majorité des Européens, on apprécie des modes de vie en Europe. Et c'était déjà passé le temps où c'était les Européens qui marquaient les prix, la demande, l'offre, et on était les grands joueurs dans les marchés internationaux. Maintenant, il y a beaucoup plus de pays qui essayent de participer dans les marchés internationaux, y compris de venir au marché européen. Alors, il est très segmenté pour nous, en fait. Il est très segmenté pour nous. Il est très segmenté. Il faut continuer à développer les single markets, les marchés européens unis qui nous permettent de nous bénéficier de cette marché unique et pas 27 marchés. À l'échelle des 450 millions. Des 450 millions de personnes. Mais en même temps, si les marchés de référence n'est pas les marchés européens, mais les marchés globaux, il y a de la place pour faciliter un rôle aux champions européens. Si par contre, c'est des marchés, c'est des productions qui sont plutôt dans les contextes européens, il faut faire attention à ne pas faciliter des concentrations qui pourraient avoir un impact négatif sur les consommateurs privés ou consommateurs industriels. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on a déjà commencé à actualiser la manière dont on comprend que le rôle de la production et de la consommation n'est plus seulement coincé dans des limites géographiques comme il s'était traditionnellement. Comment on peut rester un marché ouvert et en même temps assurer que les industriels européens qui font attention aux droits des travailleurs, aux standards environnementaux, à la santé publique, ne sont pas battus par des producteurs qui n'ont pas les mêmes standards dans des questions si importantes pour nous. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à votre pays, l'Espagne, et aux terribles inondations du 29 octobre 2024 qui ont fait 222 morts et ont affecté de vastes zones du pays valencien. Elles sont l'effet du réchauffement climatique, vous diriez, parce que le climato-scepticisme qui est prôné maintenant par Donald Trump de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce qu'il vous semble augmenter aussi en Europe ? Ça, c'est peut-être le danger, la manière dont on manipule et la perception des gens. Le réchauffement a des conséquences terribles et alors ils préfèrent y croire qu'il n'existe pas. Mais il existe et il a des conséquences humaines horribles, catastrophiques, mais il a des conséquences économiques catastrophiques aussi. On le voit avec les inondations et comment la récupération des terroirs, des activités économiques, et bien sûr la perte des vies humaines, la capacité de faire sonner les alarmes quand il faut, est terrible. Mais on le voit aussi à Los Angeles. Et alors on voit à quel point les assureurs sonnent l'alarme, ont sonné l'alarme déjà il y a très longtemps pour dire on voit, et ça c'est des réalités qui ça monte avec des pertes économiques. Il faut faire attention et ne pas se tromper. La réalité est là. Il faut se préparer pour éviter les conséquences les plus dures.
En tant que vice-présidente de la Commission européenne, au moment des auditions devant le Parlement européen, vous avez été très chahutée par la droite espagnole, le parti d'opposition au Parlement européen, sur la responsabilité du gouvernement Sanchez dans la gestion de la crise. Cette gestion qui est évidemment plutôt à la région, qui était dominée par la droite espagnole. Quelles leçons vous tirez de toutes ces polémiques aujourd'hui? Il ne faut pas se moquer de la réalité. Il faut insister sur le fait que c'est réel, c'est important, c'est grave, il faut être préparé et il vaut toujours mieux avertir, souligner, donner l'occasion, l'opportunité aux gens à réagir, qui n'est pas dire que c'est moins important de ce qu'il est. Alors, le développement des systèmes d'alarme, la capacité de connecter avec les gens, la capacité d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations qui seront de plus en plus fréquentes dans nos géographies est très important. La capacité de bâtir, de construire la résilience à l'Europe est aussi important. Il y a des rapports qui montrent déjà que les changements climatiques pourraient nous mener à une situation où une bonne partie des Européennes pourront mourir. Et à la fin des siècles, si jamais on ne réagit pas, pas seulement pour réduire la chaleur, le réchauffement, mais aussi parce qu'on doit s'investir vers l'adaptation, vers la capacité de devenir beaucoup plus résilient. Alors, en tant que première vice-présidente de cette commission, Teresa Ribera, le 15 janvier dernier, vous avez dû remplacer Ursula von der Leyen, qui était victime d'une très mauvaise pneumonie. Et donc, vous avez présidé le collège des commissaires. Mais tout de même, il y a eu beaucoup de critiques autour du silence initial de la commission. Est-ce qu'il ne faut pas plus de transparence sur ces questions ? Je pense qu'il était convaincu qu'il pourrait se récupérer plus tôt et que les choses se sont développées d'une manière, on pourrait dire, normale. C'est vrai en même temps que les systèmes pour assurer la capacité d'action de la Commission existent. Mais c'est vrai aussi que c'était un peu plus impactant parce que c'était au début du mandat. Alors, on attendait une capacité de réaction vis-à-vis des événements dans la scène internationale beaucoup plus visible et ça a été comme ça. Mais je pense que c'était joué dans le contexte, on dirait, de la normalité. Merci à vous, Madame la première vice-présidente Teresa Ribera, d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. L'émission continue avec un débat sur les 5 ans du Brexit. Les relations se réchauffent entre Britanniques et Occidentaux. On en parle tout de suite avec des eurodéputés au Parlement européen. Bienvenue au Parlement européen pour reparler de nos amis britanniques. Ils sont sortis de l'Union européenne il y a 5 ans tout juste, un anniversaire au 1er février, dans une atmosphère qui a changé. Les bénéfices supposés du Brexit se font encore attendre, à tel point que plus de 55% des Britanniques regrettent cette sortie, un phénomène qu'ils ont baptisé non sans humour le Regrexit. Les conservateurs, responsables d'avoir convoqué et perdu le référendum sur la question en 2016, puis d'avoir négocié avec l'Union européenne un divorce très dur, ont d'ailleurs été renvoyés dans leur foyer aux dernières élections de juillet. Oui, alors l'arrivée au pouvoir des travaillistes se traduit par un changement de ton. Le nouveau Premier ministre Keir Starmer s'est donné pour mission de réinitialiser les relations entre Royaume-Uni et Union européenne, d'autant que le contexte se prête à la recherche d'amis ou d'alliés, avec la guerre en Ukraine à l'Est et puis un Donald Trump imprévisible à l'Ouest. Alors jusqu'où un rapprochement pourrait aller? Nous en parlons tout de suite avec vous, Sandro Gozzi. Bonjour. Bonjour. Eurodéputé français du groupe Renew. Vous présidez la délégation, enfin élu en France, italien élu en France plus exactement. Vous présidez la délégation UE Royaume-Uni au Parlement européen. Et vous êtes aujourd'hui en compagnie de Victor Negrescu, eurodéputé roumain du groupe des socialistes et démocrates, vice-président du Parlement européen. Enfin, avec nous depuis le Royaume-Uni, Dominique Grieve, ancien député conservateur. Vous avez servi au ministère de la Justice sous David Cameron et vous avez été exclu du parti pour avoir critiqué le Brexit à l'époque, coprésident aujourd'hui du mouvement européen au Royaume-Uni. Bonjour à vous. On commence par vous. Vous parliez au moment du Brexit de suicide national. Il a eu lieu, ce suicide. Quel bilan? C'est certain que le pays n'est pas en bon état. Et en partie, c'est le résultat du Brexit. Je suis sûr que nous aurions souffert les mêmes problèmes qui viennent du Covid, qui viennent de la guerre en Ukraine,
Mais il est évident, quand on regarde la situation au Royaume-Uni, et particulièrement la situation économique, c'est que nous souffrons, à mon avis, plus que nos partenaires européens, et la remise en marche de notre économie n'a pas pour l'instant lieu. Et ça présente un grand challenge pour le gouvernement, et il est évident que le public devient de plus en plus impatient de savoir quels seraient les bénéfices du Brexit, qui, à mon avis, n'existent pas. Mais ça nous laisse quand même avec un problème, parce que c'est une chose de dire que le Brexit ne marche pas, c'est une autre chose de faire une politique qui essaie de renouveler les liens avec nos partenaires européens. Alors justement, Sandro... Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué pour le gouvernement travailliste de Keir Starmer. C'est compliqué vu de notre côté aussi de l'Europe, puisque 5 ans après, le Brexit était supposé booster l'économie britannique. Qu'en est-il et qu'en est-il de la nôtre aussi? Le Brexit était un échec flagrant. Les exportations britanniques envers l'Union européenne ont baissé de 25%. Les Britanniques ont dû payer plus de 30 milliards pour sortir, pour rien faire finalement, parce qu'ils disaient qu'ils étaient libres de transformer le Royaume-Uni en une Global Britannia, de faire des merveilleux accords de libre-échange avec leurs partenaires globaux. Ça ne s'est pas passé comme ça. L'accord avec l'Australie, le seul accord nouveau du Royaume-Uni, a amené un avantage de 0,1%. Donc c'était un échec flagrant. Évidemment, ce n'était pas positif pour nous non plus, parce que nous aurions préféré que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Mais je crois qu'il a du sens aujourd'hui de se poser la question comment nous pouvons redémarrer dans un partenariat dans l'intérêt commun entre les Européens et les Britanniques. Alors effectivement, Victor Negrescu, la question qui se pose, c'est d'écrire une nouvelle page donc, avec le Royaume-Uni. Est-ce que vous jugez que le retour des travaillistes au pouvoir là-bas est de nature à réchauffer les relations entre le pays et le continent? Je pense effectivement que le retour des travaillistes a réchauffé les relations avec l'Union européenne. Je pense qu'on va dans une bonne direction, dans le sens où on réfléchit à une manière de mieux coopérer, surtout sur les questions économiques, mais également les questions liées à la sécurité. Il faut également réfléchir un peu à ce qu'on va faire concernant les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'attentes de la part du gouvernement travailliste, mais également de la part de l'Union européenne. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas trouvé la manière d'aller en avant. Il faut effectivement trouver une modalité afin qu'on ait un rapprochement, mais en même temps qu'on ne permette pas au Royaume-Uni seulement de choisir ce qu'ils veulent en termes de coopération avec l'Union européenne. Il faut trouver un juste milieu, mais je pense qu'au niveau, au moins du Parlement européen, il y a vraiment un support pour renforcer ces relations-là, et on attend de la part de la Commission de venir avec des projets concrets qui vont nous permettre de faire cela. Ça a été un peu la stupeur quand même à Bruxelles, puisqu'on reparle de la réintégration des Britanniques dans un marché avec des droits de douane préférentiels. C'est Maros Šefčovič, le commissaire européen au commerce, qui a tendu la perche fin janvier dans une interview à la BBC. Je cite, « Voir le Royaume-Uni rejoindre la zone douanière pan-européenne est une chose que nous pourrions considérer. La balle est dans le camp britannique. » Et en réponse, le lendemain, Rachel Reeves, ministre des Finances britannique, a confié à nos confrères de Sky News, je cite, « Il est vraiment intéressant de voir Maros Šefčovič suggérer que le Royaume-Uni pourrait être le bienvenu dans ce cadre douanier pan-européen méditerranéen. Nous sommes ravis d'examiner ces propositions car nous savons que l'accord conclu par le gouvernement précédent ne fonctionne pas suffisamment bien. » Alors Sandro Gozzi, il ne s'agit pas d'union douanière, mais de quoi s'agit-il avec cette convention pan-euro-méditerranéenne? C'est une convention qui facilite les échanges commerciaux en travaillant sur un peu les douanes, un peu les règles d'origine. Mais en fait, la question politique, c'est que les Britanniques ont compris que c'était une très mauvaise affaire de quitter le marché unique. Et je crois que les travaillistes sont allés un peu trop loin pendant les élections britanniques à dire on ne va pas rejoindre le marché unique, on ne va pas rejoindre l'union douanière. Donc ils ont restreint un peu les marges de manœuvre et maintenant qu'ils veulent rétablir une nouvelle relation commerciale avec nous, on est en train de voir quels sont les domaines, quelles sont les conventions, quels sont les traités qu'on pourrait utiliser. Maros Šefčovič a fait ces propositions. Nous la soutenons. La plupart des membres, moi, de la délégation que j'ai l'honneur de présider, soutiennent cette initiative. C'est un pas en avant. D'après moi, ce n'est pas la réponse dont les Britanniques auraient besoin. Effectivement, Dominique Grive, est-ce qu'on n'est pas là dans une mesure qui serait
finalement plutôt symbolique. Est-ce que le vrai changement, ce ne serait pas de revenir dans ce fameux marché unique? Ça, c'est possible ou alors c'est vraiment un tabou et une ligne rouge même pour les travaillistes? Pour l'instant, c'est un tabou pour les travaillistes, bien sûr pour les conservateurs, et même les libéraux-démocrates n'en parlent pas particulièrement. Et c'est une peur du public, une peur que si on le suggérait, ça serait d'admettre que le Brexit a finalement échoué et qu'on veut revenir au sein du marché de l'Union européenne. Parce que la vérité, c'est que si nous rejoignons le marché unique, il n'y a aucune raison à ce moment-là pour ne pas réintégrer l'Union européenne totalement. C'est ça le problème. Et à mon opinion, ça va arriver, mais ça va prendre une dizaine d'années, parce que ça va seulement marcher si ça progresse de pas à pas. C'est difficile pour l'Union européenne, c'est difficile pour nous. Je comprends bien que donner des concessions aux Britanniques qui semblent leur donner un statut spécial a toujours été difficile pour l'Union. Mais à mon avis, si l'opinion au sein de l'Union européenne et du Parlement, c'est que l'arrivée ou le retour du Royaume-Uni serait bon pour l'Europe, que ce soit la sécurité ou l'économie, il faut essayer de faire marcher quelque chose dans ce sens. Parce que si nous le faisons, je suis persuadé que d'ici une quinzaine d'années, vous aurez une participation totale du Royaume-Uni. Alors le 28e membre. Alors justement, Victor Negrescu, on sait que le continent est désormais cerné de problèmes. À l'Est, c'est l'expansionnisme forcené, la guerre hybride de Vladimir Poutine. À l'Ouest, les incertitudes géostratégiques levées par Donald Trump. Le Royaume-Uni a intérêt à se rapprocher de l'Union européenne et réciproquement, j'ai envie de dire. On invite même Keir Starmer à la réunion informelle des 27 sur la défense. C'est effectivement des raisons géopolitiques lourdes. Je pense effectivement que l'Europe aurait à gagner si on réussit à renforcer les relations avec le Royaume-Uni, mais également le Royaume-Uni va gagner beaucoup plus si elle réussit à trouver une modalité de coopérer avec l'Union européenne. Et pourquoi pas parler de l'intégration, la réintégration du Royaume-Uni au niveau de l'Union européenne? Il faut avoir du courage. Je connais très bien les travaillistes, ils font partie de la famille des socialistes européens. Je suis le vice-président de cette famille européenne et on a beaucoup travaillé ensemble. Et je pense que si on réussit à offrir aux citoyens britanniques, mais aux citoyens européens, une perspective claire, les gens vont nous suivre. Effectivement, il y a des contraintes et des raisons géopolitiques qui nous poussent aujourd'hui à avancer plus rapidement. La guerre en Ukraine, où le Royaume-Uni fait énormément de choses, également la situation aux États-Unis, mais au-delà de ça... Alors qu'il croyait avoir une relation spéciale, vous pensez qu'elle est abîmée par l'arrivée de Trump? Je pense qu'il y a certaines difficultés pour le Royaume-Uni, étant donné certaines déclarations que les leaders britanniques ont fait envers Donald Trump. Mais il faut se renforcer, il faut renforcer ce continent, il faut travailler avec le Royaume-Uni. Et je pense qu'en relation avec les États-Unis, si on est ensemble, on va réussir à faire beaucoup plus de choses, même sur les questions de sécurité et de défense qui sont importantes pour nous. Alors Sandro Gozzi, donc il y a une volonté de rapprochement, on est tous d'accord là-dessus, mais sur quel sujet précisément est-ce qu'on peut avancer, dans l'intérêt aussi des Européens? On parle notamment des problèmes de questions de migratoires, notamment au niveau de la Manche. Est-ce qu'on peut avancer par exemple sur ce sujet? On peut avancer sans doute dans les domaines de la sécurité militaire, mais aussi coopération policière, lutte contre les crimes organisés, donc lutte aussi contre la migration irrégulière. Après, il faut voir un peu qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire les Britanniques pour avancer dans la défense, comment ils veulent contribuer, mais sans doute c'est un domaine dans lequel nous pouvons avancer. Nous voulons avancer aussi sur les opportunités pour la jeunesse. Parce que si on doit construire un avenir commun, ou quand même un avenir d'amitié entre les Britanniques et les Européens, il faut que les jeunes générations se connaissent, se rencontrent. C'est pour cela qu'on dit établissons des échanges entre les gens apprentis, les gens du service volontaire, parce qu'ils les sont gens plus lycéens, dans Erasmus. Déjà, ils ont tout. Pas seulement Erasmus, parce qu'Erasmus, programmes. pour les Britanniques, ça veut dire élite, ça veut dire les 2% qui vont à l'université. La jeunesse, ce n'est pas seulement les 2% qui vont à l'université, c'est les apprentis, c'est les gens chômeurs, etc. Nous voulons avancer là-dessus. Il faut que les gouvernements britanniques fassent preuve d'un peu de courage. Sans doute, Farage va crier à la trahison en disant « ouais, ça c'est la liberté des mouvements ». Ce n'est pas la liberté des mouvements, c'est le bon sens qui a manqué en 2016 et qui devrait revenir peut-être
en 2024. Parce que la libre circulation 2025. est une ligne rouge pour les Britanniques, mais est-ce qu'on pourrait le faire il y a pour trois certaines lignes tranches de rouges population du gouvernement britannique qui sont excessives et qui limitent la marge de manœuvre et qui sont la raison de leur frilosité à aborder ouvertement les thèmes de qu'est-ce que ça veut dire cette réinitialisation. Ils ont dit non au marché unique, ils ont dit non à l'union douanière, ils ont dit non aussi à la liberté des mouvements. Donc à chaque fois qu'on parle d'échange, ils ont peur qu'il y ait les Farage prêts à les attaquer sur la liberté des mouvements. Donc il faut les aider, c'est pour cela que je ne parle pas des mouvements, je parle d'opportunités pour la jeunesse. Et les échanges entre lycéens, 2 semaines à Édimbourg, 2 semaines à Bordeaux pour les lycéens britanniques et français, ça va aider énormément à préparer un avenir meilleur ensemble. Alors Dominique Grieve, la grosse pomme de la discorde depuis 5 ans tout de même se trouve dans la Manche. Alors du côté de la migration, bien sûr, mais aussi et surtout du côté de la pêche. Là encore, Bruxelles s'apprête à traîner le Royaume-Uni devant la justice pour la pêche au lançon, l'anguille des sables. On doit renégocier le cadre de cette pêche pour 2026 et cela s'annonce particulièrement ardu. Les pêcheurs britanniques défendent justement depuis ce Brexit leur zone exclusive contre vent et marée. Oui. C'est juste. Et sur la question des lançons, il faut comprendre que c'est pas un désir du gouvernement britannique de permettre aux lançons seulement d'être pêchés par les pêcheurs britanniques, parce qu'on empêche de pêcher les lançons à tout le monde. Donc ça, c'est une question de l'environnement. Et il va falloir que ça soit résolu devant la Cour de justice. Mais je crois que le gouvernement britannique a des raisons pour empêcher la pêche au lançon. Pour la pêche générale, vous avez raison, les pêcheurs britanniques voudraient une exclusivité, mais ils sont aussi réalistes parce qu'ils savent qu'ils peuvent seulement vendre leurs produits dans les marchés européens s'il y a un accord. Donc ça devrait être possible de faire un nouvel accord. Victor Negrescu, un mot peut-être pour conclure. Voilà, on fête les 5 ans de cet anniversaire. Dans 5 ans, où pourrait être la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Vers quoi est-ce qu'on peut se projeter? Je pense que le Royaume-Uni et l'Union européenne vont se rapprocher. On peut parler de l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. On peut parler de plus de coopération dans le domaine de la défense. On peut également parler de plus de droits pour les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et des citoyens britanniques qui vivent en Europe. C'est ce que je veux. Je pense qu'il faut, comme j'ai dit auparavant, avoir du courage, être plus ambitieux, discuter avec les gens et pas éviter les débats difficiles et pas avoir peur de Farage. Je pense que les Britanniques, les politiciens ont trop peur de l'extrême droite. Ici aussi en Europe, on a trop peur de l'extrême droite. Il faut aller en avant et proposer un projet concret avec des opportunités pour les deux côtés. Mais j'ai envie de poser une question impertinente pour finir, Sandro Gaudier. Est-ce qu'on est tellement pressé de les reprendre? En vérité, avec les Britanniques, est-ce qu'on aurait pu faire un grand plan de relance post-Covid ou est-ce qu'ils nous auraient empêché de le faire comme toujours parce qu'ils ne veulent jamais dépenser d'argent? Ça aurait été plus difficile, mais les Britanniques ne demandent pas aujourd'hui de rejoindre l'Union. Par contre, en parlant d'extrême droite, je voudrais rappeler qu'en 2016, il y avait 2 dames européennes qui sabraient les champagnes et les prosecco, bien évidemment, quand les Britanniques ont quitté l'Union européenne, s'appellent Marine Le Pen et Giorgia Meloni. Ils étaient favorables au Brexit et ils voulaient les Frexit et l'Italexit. Elles se sont fait beaucoup plus discrètes 5 ans après et nous voyons aujourd'hui pourquoi. Le mot de la fin pour vous, Dominique Grieve. Dans 5 ans, alors un petit peu de politique fiction, où est-ce qu'on pourrait être? Je pense que dans 5 ans, nous aurons une coopération beaucoup plus serrée que nous avons à présent. Je pense que pour la défense, particulièrement avec Trump, il y aura une nécessité de coopération à l'échelle européenne que le gouvernement en ce moment en Angleterre ne veut probablement pas contempler, mais il va falloir le faire. Et si nous sommes sages collectivement sur la question de la coopération économique et de faciliter les échanges, je crois que vous verrez que l'opinion publique au Royaume-Uni va continuer à se pencher de plus en plus vers la fin du Brexit. Et c'est ce que je souhaite et je crois que c'est tout à fait possible. Merci à tous d'avoir très bien illustré cette relation à je t'aime moi non plus entre l'Union européenne et les Britanniques aujourd'hui. Merci Caroline et bonne suite de programme sur nos antennes.